Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. J'espère que vous êtes bien en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger, pour vous donner le temps de travailler la série sur les groupes et les sous-groupes, nous allons corriger la série de révision. Je pense que c'était la série 9 et c'est de la révision sur l'arithmétique et les nombres complexes. Voilà, nous allons, pour le premier exercice, nous l'avons déjà fait avec l'autre série de l'arithmétique. Maintenant, nous avons un petit problème d'arithmétique. Nous voulons démontrer que si P est premier supérieur ou égal à 5, et si P divise A carré plus AB plus B carré, alors nous voulons arriver à A plus B à la puissance P et congru à A à la puissance P plus B à la puissance P modulo P carré et non pas modulo P parce que modulo P c'est Fermat qui peut vous le donner facilement. C'est pour cela on nous demande de démontrer cette équivalence P divise A équivalent à P divise B. Dans la suite de l'exercice, on suppose que P ne divise pas AB, c'est-à-dire il divise ce nombre-là, mais ne divise ni A ni B. Tout d'abord, on nous demande de démontrer qu'il existe U dans Z tel que BU congru à 1 modulo P carré. On déduire que l'équation BX congru à A modulo P carré admet au moins une solution dans Z. Dans la troisième question, on nous demande de démontrer que P divise X carré plus X plus 1, avec X c'est la solution de cette équation-là, et puis P divise X à la puissance 3 moins 1. Quatrièmement, on nous demande de vérifier cette identité. Troisième, petit b, on nous demande de démontrer que P divise C common P avec K strictement compris entre 0 et P. Et enfin, déduire que P carré divise ce nombre. Et puis, nous voulons montrer que P ne divise pas X à la puissance P moins 1. Pour déduire que P carré divise donc ce terme-là et déduire cette identité et généraliser. Bon, pour la première question, nous avons A et B ici jouent des rôles symétriques. Et donc, nous allons démontrer tout simplement une implication. L'autre, ça se fait de la même façon. Donc, pour la première question, si P divise A, supposons que P divise A, et nous voulons démontrer que si P divise ce nombre-là, alors P divise B. Si P divise A, nous avons aussi P divise A carré plus AB plus B carré. Ceci veut dire que P divise A carré plus AB, parce que ce nombre-là, c'est A fois A plus B, c'est un multiple de A. Et P divise A carré plus AB plus B carré, donc on a P divise A carré plus AB plus B carré, moins la différence qui est A carré plus AB. C'est-à-dire P va diviser B carré. Et comme P est premier, alors ceci implique que P divise B. La même chose si vous faites la réciproque. Donc il joue des rôles symétriques, pas la peine de revenir là. Dans la suite de l'exercice, on nous demande P ne divise pas AB. C'est-à-dire P ne divise pas A et P ne divise pas B. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, puisque P est premier, alors il est premier avec A et premier avec B. Tout d'abord, dans la deuxième question, petit a, on a P ne divise pas B et P est premier, donc c'est-à-dire P est premier avec B. Donc un nombre premier, ou bien il divise un nombre, ou bien il est premier avec ce nombre-là. Et donc, si P est premier avec B, donc, d'après la conséquence de Bezout, on aura B premier avec P carré. Et donc, d'après le théorème de Bezout, il existe UV appartenant à Z au carré, tel que UB plus P carré V est égal à 1. En passant à la congruence, je dirais il existe U appartenant à Z, on a P carré V est congru à 0 modulo P carré, et donc on aura UB congru à 1 modulo P carré.
Pour la question B, du moment que vous avez l'équation Bx congrue à A modulo P carré, je vous l'ai dit, ces équations de premier degré, lorsque B est premier avec P carré, c'est-à-dire avec n, elle admet toujours deux solutions. Puisque B est premier avec P au carré, c'est-à-dire le nombre B est inversible dans l'ensemble Z sur P carré Z. Et cet inverse, ce n'est autre que U. Ce qui prouve cet inverse-là, c'est le théorème de Bezout. Mais en général, lorsque vous voulez calculer cet inverse-là, on utilise normalement soit la table de congruence, soit l'algorithme d'Euclide. Maintenant, si vous faites UB fois X, il est congru à UA modulo P carré. C'est-à-dire en multipliant par ce nombre-là. On obtiendra UB congru à 1, c'est-à-dire on obtiendra X congru à AU modulo P carré. Et donc l'équation admet au moins une solution dans Z. Par exemple, le reste de la division euclidienne de UA par P carré est une solution de l'équation. Parce que nous avons vu dans le cours que tout nombre est congru à son reste dans la division euclidienne par n. Donc, du moment que x congru à UA modulo P carré, c'est-à-dire x s'écrira sous la forme UA plus kP carré, et donc il admet une infinité de solutions, mais nous pouvons avoir une solution canonique, c'est le reste de la division euclidienne de UA par P carré, ça va nous donner R, et donc X est congru à R modulo P carré, où X est égal à P carré, à R plus P carré fois K. Maintenant, dans le reste de l'exercice, nous parlons de X, de cette solution-là. Donc, dans la suite, on vous demande de démontrer que P divise X carré plus X plus 1. Alors, d'après l'hypothèse, on a P divise A carré plus AB plus B carré. Or, le A dans la congruence, c'est-à-dire, ce symbole-là veut dire c'est-à-dire A carré plus AB plus B carré est congru à 0 modulo P carré. Or, si vous remarquez bien, le A, ça peut être représenté par BX, parce que BX est congru à A. Et ce X-là, nous avons démontré qu'il existe. Et donc, nous pouvons remplacer ici par BX au carré, plus B carré fois X, plus B carré, congru à 0, modulo P carré. Parce que on a A est congru à BX, modulo P carré. Modulo P, pardon. Et donc, on aura dans ce cas-là, B carré facteur de X carré plus X plus 1 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire P divise B carré fois X carré plus X plus 1. Or, puisque P ne divise pas B par hypothèse, nous avons P et B carré est premier entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, on a P divise X carré plus X plus 1. Et l'autre conclusion, elle est très facile. Si P divise X carré plus X plus 1, impliquera que P divise X moins 1 fois X carré plus X plus 1, parce que ce nombre-là est un multiple de celui-ci. Et donc, ceci veut dire que P divise X à la puissance 3 moins 1, parce que ça, c'est une identité remarquable. Voilà ce que on vous demande. Maintenant, pour la quatrième question, on vous dit, vérifiez que x à la puissance 3p moins 1 égale à cette identité. Eh bien, si vous écrivez
x à la puissance 3p. Je peux l'écrire comme ça, x3 moins 1 plus 1, le tout à la puissance p. Et donc j'écrirai comme ça, x3 moins 1 plus 1, le tout à la puissance p. Et d'après la formule de binôme de Newton, ceci va donner x à la puissance ck à p, x3 moins 1 à la puissance k, fois 1 à la puissance p moins k, 2k égale à 0 jusqu'à p. Et donc x à la puissance 3p égale, je vais enlever la valeur 0 ici, ce qui va vous donner 1. Pour k égale à 0, c'est 0, p c'est 1. x3 moins 1 à la puissance 0, c'est 1. 1 à la puissance p, c'est 1. Et ici, je le serai comme ça. 2k égale à 1 jusqu'à p. 2ck à p. x à la puissance 3 moins 1 à la puissance k. Voilà la formule demandée. Et donc, si vous faites x3 moins 1, il va vous rester ici sigma de k égale à 0 jusqu'à p, ck à p de 1, x à la puissance 3 moins 1 à la puissance k. Voilà le problème. Maintenant, on vous demande de démontrer que pour k strictement compris entre 0 et p, on a p divise c comme p avec bien sûr p est premier. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la deuxième question. Si vous écrivez ck à p, voilà, nous disons soit k appartenant à n, tel que 0 inférieur à k inférieur à p. Si vous calculez ck à p, ça va vous donner p factoriel sur k factoriel sur p moins k factoriel. Eh bien, vous écriverez p sur k. Ici, vous écriverez p moins 1 factoriel sur p moins 1 moins k moins 1 factoriel. Et ceci, ce n'est autre que ck à p égale à p sur k fois c k moins 1 à p moins 1. Et donc, vous aurez comme ça p fois c k moins 1 à p moins 1 égale à k fois ck à p. Et puisque P divise K fois CK à P, et puisque 0 inférieur à K inférieur à P, P ne peut pas diviser K. Et donc, s'il ne divise pas K, alors P est premier avec K. Et donc, toujours d'après le théorème de Gauss, c'est pour cela que j'apporte ce genre d'exercice. Tout d'abord, utiliser la divisibilité, la congruence, les théorèmes fondamentaux de cours qui sont Bezout, sa conséquence, Gauss et sa conséquence, le théorème de Fermat. Et donc, vous avez ici P divise CK à P. Voilà ce qui est démontré. Et enfin, on nous demande de montrer que x à la puissance 3 à la puissance p moins 1 est congru à 0 modulo p carré. Pour la question C, j'écrirai, ici 3p, j'écrirai x à la puissance 3p moins 1 égale sigma de k égale à 1 jusqu'à p moins 1, parce que nous avons ici les valeurs de k doivent être strictement inférieures à 1. Ici, vous avez ck à p. Ici, vous avez x3 moins 1 à la puissance k. Et ici, vous avez x3 moins 1 à la puissance p. J'ai enlevé la valeur de p. Pour k égale à p, cp à p, c'est 1. Et ici, vous aurez x3 moins 1 à la puissance k. Remarquez maintenant, d'après la question que vous avez là, p divise x3 moins 1. On a p divise x3 moins 1. Donc, il divise x3 moins 1 pour k supérieur ou égal à 1. On a p divise ck à p. Ceci veut dire que p carré divise ck à p fois x. Alors, je pense que vous me comprenez bien. Ce nombre est égal à ph. Ce nombre est égal à pq. En faisant le produit, vous obtiendrez p carré qp, et donc qh. Et donc, ça divise x carré moins 1 à la puissance k. Ceci veut dire
que sigma, tous les termes de cette somme-là, sont divisibles par p carré. Et donc, il va diviser leur somme. Et donc, vous aurez CKAP fois x3 moins 1 à la puissance k, 2k égale à 1 jusqu'à p moins 1 est congru à 0 modulo p carré. Et aussi, vous avez p supérieur ou égal à 5. Et donc, p carré divise x à la puissance 3 moins 1 à la puissance p. Parce que x3 moins 1 à la puissance p, c'est x3 moins 1 fois x3 moins 1, etc. Et donc, ceci veut dire que la somme sigma, si vous faites cette somme-là, sigma de k égale à 1 jusqu'à p, je complète là par p, ck à p, x3 moins 1 à la puissance k est congru à 0 modulo p carré. D'où x à la puissance 3p moins 1 est congru à 0 modulo p carré. Autrement dit, p carré divise x à la puissance 3p moins 1. Et voilà, on a donc, si vous utilisez x à la puissance 3p moins 1, vous pouvez l'écrire comme ça, xp à la puissance 3 moins 1, et vous utilisez l'identité remarquable, xp moins 1, facteur de xp au carré, plus xp plus 1. Et donc vous aurez x à la puissance p moins 1 fois x à la puissance 2p fois x à la puissance p plus 1. Puisque p carré divise ce nombre, donc p carré divise x à la puissance p moins 1 fois x à la puissance 2p plus xp plus 1. Voilà le résultat demandé. Et maintenant, si vous regardez votre exercice, on vous demande de démontrer que p ne divise pas x à la puissance p moins 1. Eh bien, faisons une démonstration par l'absurde. Supposons que p divise x à la puissance p moins 1. Alors, ceci va entraîner que x à la puissance p est congru à 1 modulo p. Or, puisque p est premier, d'après le théorème de Fermat, on obtiendra x à la puissance p congru à x modulo p. Voilà, j'ai utilisé le théorème de Fermat dans son cas général. Et donc ces deux-là, d'après la transitivité de la congruence, on obtiendra x congru à 1 modulo p. Or, d'après l'exercice que vous avez, d'après la question précédente, d'après la question 3, on a p divise, si x congru à 1 modulo p, nous aurons a carré plus ab plus b carré, et il est congru à 0 modulo p. C'est-à-dire d'après la question préliminaire, la question A. Et ceci nous a donné, en remplaçant x par ab, on aura b fois x carré, b carré fois x carré plus x plus congru à 0 modulo p. Cela veut dire, si x est congru à 1 modulo p, je l'écris ici, x congru à 1 modulo p, donc je remplacerai x par 1, c'est-à-dire on aura 3b carré congru à 0 modulo p. Or, p et b carré sont promis entre eux. Et ceci entraînerait que p divise 3. Or, vous avez p supérieur ou égal à 5, ce qui est une contradiction. Donc, p ne divise pas x moins 1, xp moins 1. C'est-à-dire x à la puissance p moins 1 est congru avec p. Et ceci implique que x à la puissance p moins 1 est premier avec p carré. Et donc, vous avez p carré divise x à la puissance p moins 1 fois x à la puissance de p fois x à la puissance p plus 1. Toujours le théorème qui est omniprésent, qui est toujours présent en arithmétique, c'est le théorème de Gauss. Et donc, on aura p carré divise x à la puissance de p
plus x à la puissance p plus 1. Et voilà notre identité. Maintenant, nous voulons établir l'égalité suivante. Nous voulons établir x plus 1 à la puissance p est congru à x à la puissance p plus 1 modulo p carré. Et nous parlons toujours de x qui est la solution de cette équation-là. Maintenant, on a tout d'abord, d'après ce qui précède, c'est-à-dire d'après ce qui précède, d'après D. La question 4D. On a x à la puissance 2p plus x à la puissance p plus 1 congru à 0 modulo p carré. Et x à la puissance de p est congru à moins x à la puissance p plus 1 modulo p carré. Ceci d'une part. D'autre part, on a, d'après la question 3, nous avons x carré plus x plus 1 congru à 0 modulo p. Et donc x carré est congru à moins x plus 1 modulo p. Et donc si vous faites x à la puissance de p est égal, c'est-à-dire x carré s'écrira comme ça. PA, il existe A dans Z tel que x carré est égal à PA moins x plus 1. Et donc si vous faites x carré à la puissance P, ça va vous donner PA le tout à la puissance P plus sigma 2K égale à 1. Jusqu'à P moins 1, pardon, j'écrirai correctement ceci. Ça va vous donner PA moins plus moins x moins 1 à la puissance P. Et donc ça va vous donner sigma de PA à la puissance K fois moins x moins 1 à la puissance P moins K, 2K égale à 0 jusqu'à P. Et donc, en faisant ce calcul-là, on trouvera x carré à la puissance P égale, si vous enlevez la valeur de x, de K égale P, ça va vous donner pour 0. Pour K égale 0, ça va vous donner PA à la puissance P. Pour K égale 0. Là, ça va vous donner moins x moins 1 à la puissance P. Pour la valeur 1, c'est-à-dire vous aurez sigma de K égale à 1 jusqu'à P. Ici, vous aurez PA à la puissance K fois sigma de K à P. Et ici, vous aurez moins x moins 1 à la puissance P moins K. J'ai enlevé tout simplement la valeur K. Remarquez que ce nombre-là, il est multiple de P. On a P divise PA à la puissance K. On a P divise CK à P. Et donc, vous aurez ici, ce nombre-là est congru à 0 modulo P carré. C'est-à-dire, vous avez P carré divise CK à P. Voilà, ici pour faire les choses correctement. J'écrirai ici P moins 1. Et ici, j'aurai PA à la puissance K. Ce nombre-là, puisque K est strictement compris entre 1 et P, ce nombre-là est congru à 0, on a voilà, P divise PA à la puissance K, P divise CK à P, et on a
P carré, puisque K est supérieur à 1, ici vous avez c'est P, puisque P est supérieur à 2, on aura P carré divise PA, le tout à la puissance P. Conclusion, ce nombre-là est congru à 0 modulo P, P carré. Ce nombre-là est congru à 0 modulo P carré. Autrement dit, on trouvera x de P est congru à moins x moins 1 à la puissance P modulo P carré. Je pense que l'idée est claire. Remarquez ce terme-là, c'est un multiple de P. Vous venez de démontrer que celui-là est divisible par P. Donc ça nous donne un nombre divisible par P carré. Le nombre que j'ai utilisé ici, PA à la puissance P, vous avez P supérieur ou égal à 5. Et donc il y a autant, il y a P facteur P, c'est-à-dire il y a P carré divise ce nombre-là. Et dans ce cas, j'écrirai ici la relation 1. Ici, nous avons la relation 2 et nous écrivons de la relation 1 et la relation 2, nous pouvons écrire moins x moins 1 à la puissance P est congru à moins x à la puissance P plus 1 modulo P carré. Or, vous avez P est impair. Donc, moins 1 à la puissance P, moins 1 à la puissance P, ça nous donnera moins 1. Et donc, ça va vous donner moins x plus 1 à la puissance P est congru à moins x à la puissance P plus 1 modulo P carré. Et donc, en multipliant par moins 1, c'est-à-dire on obtiendra x plus 1 à la puissance P est congru à x à la puissance P plus 1 modulo P carré. Maintenant, pour la 5e question, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Pour la 5e question, on aura x plus 1 à la puissance P congru à x à la puissance P plus 1 modulo P carré. En multipliant les deux membres, c'est-à-dire on aura b à la puissance P, la réflexivité de la congruence b à la puissance P est congrue à b à la puissance P modulo P carré. Et on aura donc ici b à la puissance P fois x à la puissance x plus 1 à la puissance P est congru à b à la puissance P fois x à la puissance P plus b à la puissance P modulo P carré. En utilisant bx plus b à la puissance P est congru à bx à la puissance P plus b à la puissance P, P carré. Or, bx, comme vous le voyez, elle est congrue à a. Et donc, vous aurez ici, tout simplement, a plus b à la puissance P est congru à a à la puissance P plus b à la puissance P modulo P carré. Et voilà notre exercice d'arithmétique de révision. Maintenant, je pense que la situation est claire. Mais normalement, il faut refaire ces calculs vous-même pour vous rendre compte qu'en utilisant des bons calculs, en utilisant vos théorèmes de cours, vous n'aurez pas de grandes difficultés dans l'arithmétique et dans l'algèbre en général. Pour le deuxième exercice, maintenant, nous passons au deuxième exercice. Nous avions une équation Eθ avec θ appartenant à 0π, 2z carré moins 2 l'exponentielle Iθ z plus I sinus θ l'exponentielle Iθ égale 0. Pour la première question, on nous demande de résoudre l'équation, écrire les solutions sous forme exponentielle.
Deuxièmement, on considère le point M d'affixe l'exponentielle I-θ, I d'affixe 1, J d'affixe moins 1, M1, M2 d'affixe les solutions Z1, Z2. Et on nous donne la rotation de centre M est d'angle moins pi sur 2. Et ici, l'homothétie H de centre M est de rapport 2. Pour la première question, on nous demande de démontrer que M est J rectangle en M. On nous demande de démontrer que H de M1 égale à I et H de M2 est égal à J. On déduire que J est parallèle à M1, M2. Montrer que M, J, R de I sont alignés. Et on déduire, sans faire de calcul, que ce nombre-là est imaginaire pur. Enfin, on nous demande de déterminer la valeur de θ pour que le périmètre du triangle MIJ soit maximal. Dans la dernière question, déterminer l'ensemble des points M1, M2 lorsque θ varie dans 0π. Et bien ici, puisque le coefficient de z carré est différent de 0, donc ça c'est une équation de second degré. Et donc si nous faisons delta prime, ça va vous donner b prime au carré qui est l'exponentielle iθ au carré, moins ac, c'est-à-dire moins 2 i sinus θ, l'exponentielle iθ. Et donc si vous factorisez par iθ, il va vous rester iθ moins 2 i sinus θ. Et si vous faites vos calculs, vous aurez cos θ plus i sinus θ moins 2i sinus θ. Et donc ça nous donne iθ, ici c'est cos θ moins i sinus θ. Ce n'est autre que l'exponentielle iθ fois l'exponentielle moins iθ est égal à 1. Donc le déterminant est égal à 0 et les solutions seront toujours distinctes parce que delta prime ne sera jamais nul. Et donc de ce fait-là, on obtiendra Z1, l'exponentielle iθ plus 1 sur 2 et Z2, on obtiendra l'exponentielle iθ moins 1 sur 2. Si vous voulez écrire sous forme exponentielle, nous allons utiliser les formules d'Euler. Et donc, on aura Z1 égale l'exponentielle iθ sur 2, facteur de iθ sur 2, plus l'exponentielle moins iθ sur 2. Et 6 sur 2. Et là, Z2, on écrira l'exponentielle iθ sur 2. Ici, c'est iθ sur 2, moins l'exponentielle moins iθ sur 2. Le tout sur 2. Eh bien, d'après la formule d'Euler, ça va nous donner 2 cos θ sur 2. C'est-à-dire, ça va donner cos θ sur 2, l'exponentielle iθ sur 2. Ici, ça va vous donner Z2. Ici, c'est l'exponentielle iθ sur 2 fois i sinus θ sur 2. Et donc, Z2, ça nous donne l'exponentielle, voilà. I, c'est l'exponentielle i pi sur 2. I, c'est l'exponentielle i pi sur 2. Et ça va nous donner sinus θ sur 2 fois l'exponentielle i pi sur 2 plus θ sur 2. Et donc, voilà la forme. Et comme vous le remarquez, cos θ sur 2 strictement positif et sinus θ sur 2 strictement positif parce que θ appartient à 0π. Et donc θ sur 2 va appartenir à 0π sur 2, c'est-à-dire les deux solutions, les deux cosinus et sinus sont tous les deux positifs dans l'intervalle 0π sur 2 ouvert. Maintenant, dans la deuxième question, nous allons faire le travail géométrique et le travail algébrique. Tout d'abord, on a la fixe de M, c'est petit m égale l'exponentielle iθ. Et donc, vous avez le module de m égale l'exponentielle iθ. Et c'est-à-dire, le module de iθ, c'est 1. Donc, la distance au m égale à 1, c'est-à-dire m appartient à C de centre O et de rayon R égale à 1. Implication. Et IJ est un diamètre du cercle. Et donc
l'angle IMJ géométrique, c'est pi sur 2. Et d'où le triangle et rectangle en M. Ça, c'est le travail, si vous voulez bien, le travail géométrique. Le triangle et rectangle en M. Maintenant, si vous voulez voir cette relation-là, on peut faire une petite figure là. Voilà. Voici le cercle trigonométrique, parce que le module c'est 1. Vous avez θ varie dans 0 pi, vous pouvez choisir la position ici. Et comme vous le voyez, les points I se trouvent là, d'affixe 1, et le point J d'affixe là. Et ici, O, c'est le milieu de IJ. Et donc, ce cercle-là, c'est le cercle circonscrit à ce triangle de diamètre IJ, et donc l'angle est droit là. Voilà, c'est le triangle MIJ. Si vous faites le travail algébrique, deuxième méthode, vous aurez écrit l'exponentielle Iθ moins 1 sur l'exponentielle Iθ plus 1. Et donc ceci, ce n'est autre que 2Z2 sur 2Z1. C'est-à-dire vous faites l'affixe de M moins l'affixe de I, l'affixe de M moins l'affixe de G. Et vous aurez, d'après ce que vous venez d'avoir là, vous aurez l'exponentielle, c'est-à-dire sinus θ sur 2, l'exponentielle Iθ plus pi sur 2, sur cos θ sur 2, l'exponentielle Iθ sur 2. Voilà ce que vous avez là. Et donc, le 2, ça va se simplifier. Et donc, ceci va nous donner tangente θ sur 2. Et ici, ça va vous donner l'exponentielle I pi sur 2. Et l'exponentielle I pi sur 2, ça va vous donner I tangente θ sur 2. Et donc, puisque tangente θ sur 2 est un nombre positif, de toute façon, elle est réelle, on aura l'argument de l'exponentielle Iθ moins 1 sur Iθ plus 1 est congru à pi sur 2 modulo 2pi parce que tangente θ sur 2 est positif. Et donc, c'est-à-dire l'angle JM, JI, l'angle JM, IM, et, pardon, ici vous avez M, ZM, IM, MJ. Vous aurez donc MJ, MI est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et c'est-à-dire l'angle, le triangle, rectangle, le triangle et rectangle en M. Mais il n'est pas isocèle parce que le tangente θ sur 2, le module ne donne pas égal à 1, sauf si θ égale à pi sur 2, on aura tangente de pi sur 4 égale à 1. Maintenant, on nous demande de vérifier que h de M1 égale à I. Tout d'abord, j'écrirai ici, voilà, l'homothétie h de centre M, que je donnerai d'affixe M égale l'exponentielle Iθ, et de rapport 2. Il va transformer un point P d'affixe P en un point Q d'affixe Q pour ne pas utiliser le M. Et donc, ça va vous donner Q moins petit m. Elle doit donner 2 fois P moins petit m. Voilà l'expression. Parce que ça va nous donner MQ égale à 2 fois MP. Ça, c'est la définition géométrique de l'homothétie. Et donc, puisque nous parlons des vecteurs, nous parlons des affixes. Et donc, ici, vous voulez démontrer que H de M1 est égal à I. Et donc, si vous faites 1 moins l'exponentielle Iθ, ou bien si vous faites comme ça, 2 fois Z1 moins M, vous aurez 2
fois l'exponentielle iθ plus 1 sur 2 moins l'exponentielle iθ, parce que m c'est l'exponentielle iθ. Autrement dit, 2z1 moins m égale à 2 fois l'exponentielle iθ 1 moins i l'exponentielle iθ sur 2. Et ceci n'est autre que 2z1 moins m égale à 1 moins petit m. Et donc, h de z1, h de m1 est égal à i. De même, vous démontrerez que h de m2 est égal à j. Voilà, j'ai commencé ici par l'antécédent. J'ai fait 2z moins m1, ça va nous donner zi moins zm, c'est-à-dire q c'est 1 et m c'est le centre, ici p c'est z1 multiplié par 2. Maintenant pour la déduction, on a, puisque ça c'est une homothétie, on aura donc mi est égal à 2 mm1, d'après la définition de l'homothétie. On a mj est égal à 2 mm2. Et donc, si vous faites la différence, vous trouverez ij, c'est-à-dire si vous faites mj moins mi, ça va donner 2j, elle va nous donner 2 m1 m2. Et donc, comme vous le voyez, nous avons ij, le vecteur ij m1 m2 sont collinéaires, c'est-à-dire ij est parallèle à m1 m2. Si nous revenons à notre figure, z1 c'est là, parce que c'est l'exponentielle iθ moins 1 sur 2, donc c'est le milieu de mi. Et j c'est là, m2, ça c'est m1. Et donc ça c'est le milieu de ce côté, ça c'est le milieu de ce côté, et bien sûr nous aurons la droite m1, m2 est parallèle à la droite ij. Maintenant, on nous demande de montrer que mj, r de i sont alignés dans la question C. Tout d'abord, la rotation a pour centre m et pour angle moins pi sur 2. Et donc, vous aurez, elle va transformer P à Q, c'est-à-dire vous aurez Q moins petit m est égal à l'exponentielle moins i pi sur 2 fois P moins petit m. Puisque vous avez noté R de i, on va le noter I1, c'est-à-dire on aura Z1, ZI1 moins m égale l'exponentielle, c'est-à-dire moins i, fois z, l'image de i, c'est-à-dire C1 moins m. Autrement dit, Z1, ZI1 moins l'exponentielle iθ égale à moins i fois 1 moins l'exponentielle iθ. Maintenant, si vous voulez, R de I, c'est I1. Et donc, nous aurons l'angle MI, MI1, ça nous donne l'angle de la rotation. C'est moins pi sur 2 modulo 2pi. Or, si vous faites MI1, MJ, plus MJ, MI1, MI1, MI1. Ici, j'ai fait la relation de Charles, MJ, MI. Remarquez bien sûr, MJ, MI, c'est un angle direct et congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Et donc, vous aurez MI, ici MI1, MI plus MJ. Ça va nous donner pi sur 2, moins pi sur 2, plus MJ, MI, et MI1,
congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Et d'où on aura mj, mi1, elle est congrue à 0 modulo de pi. Pas nécessaire d'avoir de pi pour que les 3 points soient alignés. Il faut que l'angle soit 0, soit pi. Mais ici, nous avons trouvé 0 parce que R de I, si vous le voyez, dans le sens moins pi sur 2 ici, il se trouvera sur ce côté-là. Voilà, MI, et vous faites là, ça va donner I1 là, ce qui nous donne le vecteur 0 parce qu'ils ont l'angle 0 parce qu'ils ont même signe. Mais en général, pour démontrer l'alignement, il suffit que l'angle soit 0 modulo pi. Donc, soit que vous démontrez 0 modulo de pi, soit pi modulo de pi, soit tout court 0 modulo pi, vous avez satisfait à la réponse. Maintenant, on nous demande d'en déduire que ce rapport Iθ plus 1 sur Iθ moins 1 est appartenant à IR. Vous remarquez bien sûr que ZJ moins ZM sur ZI moins ZM est un réel parce que les points sont alignés. Et donc, c'est-à-dire moins 1 moins l'exponentielle Iθ sur ZI1. ZI1 moins M, si vous revenez là, Z1 moins M est égal à moins I facteur de 1 moins l'exponentielle Iθ appartenant à R. Ceci veut dire que I facteur de l'exponentielle Iθ plus 1 sur l'exponentielle Iθ moins 1 appartenant à R. Et donc, puisque ce nombre est réel, alors ça veut dire que Iθ plus 1 sur Iθ moins 1 appartiennent à IR. Et voilà notre conclusion. Maintenant, on nous demande de déterminer quelle est la valeur de θ pour que le périmètre soit maximal. Remarquez, lorsque M varie, on a dit que M varie sur ce demi-cercle-là, eh bien le périmètre va varier. On veut chercher dans quel cas on aura le périmètre maximal. Eh bien, pour le périmètre, vous avez P égale la distance IJ plus IM plus JM. C'est-à-dire le périmètre, c'est 2, parce que la distance, c'est le diamètre, IJ égale à 1. Ici, vous aurez les modules de Iθ plus 1. Ici, vous aurez Iθ moins 1. Ici, vous aurez le module de Iθ plus 1. En utilisant la notation exponentielle que vous avez fait dans la première question, vous aurez 2 plus 2 cos θ sur 2, l'exponentielle Iθ sur 2. Ici, vous aurez 2 sinus θ sur 2, I, l'exponentielle Iθ sur 2. Et donc, vous aurez 2 plus 2 cos θ sur 2 plus 2 sinus θ sur 2. Parce que le module de Iθ sur 2, c'est 1. Le module de I, c'est 1. Le module de l'exponentielle Iθ sur 2, c'est 1. Autrement dit, on aura 2 facteurs de 1 plus cos θ plus sinus θ sur 2. Autrement, on aura P, c'est 1 plus racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 cos θ sur 2 plus racine de 2 sur 2 sinus θ sur 2. On aura P égale à 2 facteur de 1 plus racine de 2 cos θ sur 2 moins pi sur 4. Et nous avons θ, bien sûr, θ sur 2 appartient à l'intervalle ouvert 0, pi sur 2. On aura cos θ sur 2 moins pi sur 4, θ sur 2 moins pi sur 4, va appartenir à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Et toujours inférieur à 1. Et donc, pour avoir le périmètre est maximal, si et seulement si cette valeur-là prend sa valeur maximale, c'est-à-dire il prend la valeur 1, si et seulement si cos θ sur 2 moins pi sur 4 égale à 1, c'est-à-dire que θ sur 2
moins pi sur 4 égale à 0, parce que le seul angle que nous donne le cosinus est égal à 1 dans cet intervalle-là, c'est 0, c'est-à-dire θ est égal à pi sur 2. Et donc, dans ce cas, le périmètre max, ça serait 2 facteurs de 1 plus racine de 2. Et donc voilà votre problème de nombres complexes. Pour la dernière question, vous pouvez le faire de deux façons, comme nous allons le voir. Vous remarquez ici I, ici J et le cercle là, et M parcourt ce demi-cercle. Et voilà. Z1, on m'a dit, c'est le milieu. Voilà, Z1. Et donc, vous avez Z1 égale l'exponentielle Iθ plus 1, moins 1. C'est-à-dire, ou bien, si vous remarquez des notations, peut-être je les ai interchangées. Alors, faites attention. On a parlé de Z1 égale Iθ plus 1. Alors, Iθ plus 1, ça va nous donner Z moins 1 est égal à l'exponentielle Iθ. Vous aurez Z1 moins 1 égale le module de Iθ. C'est-à-dire, IM1 est égal à 1. Et donc, cela veut dire M1 appartient au cercle de centre I et de rayon R, de centre I de rayon R, avec le θ appartenant à 0 pi. C'est-à-dire, M1 va appartenir à cet intervalle, à ce cercle. Lorsque θ varie, on aura Z1 variera dans ce... Voilà. Ici, c'est 0. D'autre façon, vous pouvez écrire x, l'abscisse, c'est 1 plus cos θ. Et vous pouvez écrire y, c'est sinus θ. Et dans ce cas-là, avec θ appartenant à l'intervalle 0 pi. Et donc, vous aurez x moins 1 au carré, plus y au carré. Cos carré plus sinus carré, c'est 1. Mais y appartient, comme vous le voyez, à l'intervalle 0, 0, 1. Et donc, c'est-à-dire, c'est un demi-cercle de centre 1, I, et 1, 0, et de rayon 1, mais les Y sont positifs, c'est-à-dire, c'est l'intersection avec ce demi-plomb P+. La même chose, vous aurez, pour M2, il va appartenir au centre de J, et de rayon 1, ici va varier M2. C'est le même travail que vous faites. Voilà. Maintenant, je pense que vous êtes bien en mathématiques. Je vous encourage vivement à faire le travail, à travailler les mathématiques pour que les difficultés s'amenuisent et vous serez très bien en mathématiques. Bon courage.